Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce numéro 5 des webinaires Paix en poche consacré cette fois-ci aux ruptures du contrat de travail. C'est un thème que vous avez plébiscité après le quatrième numéro de Paix en poche. Vous l'avez plébiscité et nous l'avons fait et je vois que vous êtes très nombreux à avoir de l'intérêt pour ce thème puisque vous êtes plus de quasiment 800, on va dire, à être inscrits à ce webinaire. Donc, je suis Caroline Capel. Je suis formateur à l'ICADIS depuis 2 ans et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue David Blanchard. Bonjour à tous, donc David Blanchard, consultant formateur en ressources humaines à l'Institut 410 depuis janvier 2017. Je forme notamment donc, sur les sujets RH et également sur le contentieux de la sécurité sociale. Allez, sans plus attendre, nous allons démarrer avec le programme de ce webinaire Paix en poche numéro 5. Alors, excusez-moi, on me dit que Madame Marchand, notre directrice, est connectée et souhaite nous dire un petit mot. Bonjour Elodie. Bonjour à tous, c'est Élodie Marchal, la directrice. Je remercie effectivement Caroline et David. Je voulais juste vous saluer tous les deux et puis surtout saluer les 800 personnes qui sont connectées avec nous. C'est une prouesse technologique que nous avons avec les collègues de la communication. Et puis je voulais aussi saluer effectivement ce très beau film qu'on vous a présenté en début de webinaire qui a été réalisé avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est un très beau film pour les 80 ans de la sécurité sociale. Donc voilà, on voulait vous le partager pour l'occasion. C'est un film qui est sorti la semaine dernière et que vous aurez l'occasion de regarder dans vos organismes. Et puis, faire un petit clin d'œil aussi à Karine, qui a fait un petit teasing sur la santé mentale de la prochaine fois. Donc, effectivement, la parole est à vous, Caroline et David, sur le 5e Paye en poche, avec le record d'audience battu. À vous. Merci beaucoup, Elodie. Donc, on va démarrer tranquillement. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions par l'onglet Q&R. On y répondra tout au long de ce webinaire. Sachez aussi qu'on va répondre aux questions que vous nous avez posées en amont de ce webinaire, puisque cette fois-ci, on a ouvert la possibilité de poser les questions en amont. Donc, pour le programme aujourd'hui, les ruptures du contrat de travail, je vous rappelle que c'est vous qui avez choisi ce thème. On va d'abord regarder les différents modes de rupture. On parlera aussi indemnité et on répondra à toutes vos questions en direct. Et une petite précision, n'hésitez pas à préparer une calculatrice puisque vous aurez des petits exercices chiffrés comme on en a l'habitude maintenant dans Paix en poche. Alors, on va démarrer tranquillement avec les différents types de ruptures du contrat de travail et on va s'interroger d'abord sur celles qui sont à l'initiative de l'employeur. Ensuite, on verra les ruptures à l'initiative du salarié et ensuite les ruptures d'un commun accord, puisqu'on a aussi des ruptures d'un commun accord. On va démarrer avec les ruptures à l'initiative de l'employeur et je laisse la parole à David. Et on va donc commencer par le licenciement pour un motif disciplinaire, avant de voir le licenciement pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude ou la mise à la retraite. On va donc commencer par le licenciement disciplinaire. Le licenciement disciplinaire, vous le savez sûrement déjà, c'est un licenciement qui est basé sur la faute. Il faut donc commettre une faute pour qu'il puisse y avoir un licenciement disciplinaire. La faute peut entraîner une autre sanction que le licenciement, mais comme on est aujourd'hui sur les sorties, on va essentiellement parler du licenciement. Ça ne veut pas dire qu'une faute ne peut pas entraîner d'autres types de sanctions qu'on verra très rapidement tout à l'heure. Donc la faute représente repose sur l'existence de 3 critères, et pour cela, on vous a concocté une petite question. La question est la suivante. Parmi les critères ci-dessous, quels sont les 3 critères de la faute? On a donc mis 6 critères. 3 sont bons et 3 sont évidemment faux. Donc les 6 qu'on a pu vous mettre: intentionnel, manquement à une règle ou à une obligation, le contexte professionnel, la répétition, l'imputabilité au collaborateur ou la gravité. Donc je vous répète qu'il y a 6 critères, on vous demande d'en choisir 3 parmi ceux que l'on vous propose. Alors,
il y a des réponses qui sont assez partagées. Alors, il y a beaucoup gravité et manquement à une règle ou à une obligation qui ressort devant. Alors, il y en avait 3. Les 3 sont les suivants. Le manquement à une règle ou à une obligation, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est le contexte professionnel. Et la troisième, c'est l'imputabilité au collaborateur. Alors, intentionnel n'était pas une bonne réponse, puisque la faute peut ne pas être intentionnelle et ça reste une faute quand même. Puisque, par exemple, quand vous arrivez en retard au travail, ça reste une faute, quand bien même on n'a pas fait exprès d'arriver en retard. La répétition n'est pas non plus un critère. C'est pas un critère parce qu'une seule faute suffit. Il n'y a pas besoin d'une répétition. Si vous voulez un exemple, allez voir votre directeur, mettez-lui un coup de boule, vous allez voir, il ne va pas vous en demander un deuxième avant de procéder à votre licenciement. Donc, grosso modo, la répétition n'est pas effectivement un critère. La gravité non plus, c'est ce qui sert à graduer la faute. On verra ensuite les 3 degrés de faute. Mais il y a bien en tout cas 3 critères. Donc le premier, c'est le manquement à une règle à une obligation. Donc plus la règle à laquelle on manque est important, plus le degré de faute qui sera retenu à l'encontre du collaborateur pourra être important. Le contexte professionnel, il faut bien que ça repose sur un contexte professionnel. S'il n'y a pas de contexte professionnel, on ne peut pas derrière prendre une sanction disciplinaire. Il faut bien que ça repose sur l'existence d'un contexte professionnel. Ça, c'est une notion qui est de plus en plus souple, notamment grâce à toutes ces petites choses-là que l'on a, donc les magnifiques téléphones. Tous ces gens qui peuvent mettre ce qu'ils pensent avec la plus grande honnêteté intellectuelle de leur employeur, de leur directeur, de leur DRH, sur différents réseaux sociaux, il peut y avoir un contexte professionnel à partir du moment où c'est quelque chose de public. Si vous mettez sur votre mur Facebook beaucoup de critiques à l'encontre de votre employeur, potentiellement le contexte professionnel pourrait être retenu. Quand bien même c'était votre mur qui a que vos amis, mais quand on a 500 amis dont 250 collègues, il y a quand même l'existence d'un contexte professionnel. L'imputabilité aux salariés, c'est le troisième de ces 3 critères. Il faut bien que ce soit la faute du collaborateur en question pour que l'on puisse le sanctionner, lui. Vous avez par exemple 2 exemples pour vous l'illustrer. 2 agents à l'accueil d'un organisme se sont méchamment enguirlandés. L'une d'elles en a parlé à son mari le soir. Son mari s'est pointé le lendemain au travail et a voulu venger sa bien-aimée en mettant un bourre-pif à la collègue. Là, on ne pouvait pas le reprocher à cette collaboratrice-là, puisqu'en l'occurrence, c'était son mari qui avait commis cet acte. Donc, on ne pouvait rien lui reprocher sur le plan disciplinaire. Quand bien même après, son mari a commis une faute pénale, mais ça ne nous regarde pas dans le cadre du contexte droit du travail. Voilà pour ces 3 notions. Et donc, on va arriver maintenant au niveau des gravités de faute. Donc, pour graduer la faute, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. À quelle règle est-ce qu'on a manqué? On regarde également le critère d'ancienneté, puisque forcément, ce n'est pas la même chose de commettre une faute après 6 mois d'exercice professionnel qu'au bout de 15 ans. On regarde également les conséquences, le préjudice que ça peut avoir pour l'employeur. Plus le préjudice subi par l'employeur est important, plus le degré de faute retenu sera important. En droit français, on a 4 degrés de faute. Le premier, qu'on n'a pas mis, qui est la faute légère ou la faute simple, elle ne peut pas entraîner elle seule un licenciement. Et comme on est sur les indemnités de licenciement, elle n'apparaît pas dans ce tableau. Mais bien sûr qu'elle existe pour autant. La faute sérieuse, elle, donc, entraîne le versement d'une indemnité de licenciement. La faute sérieuse, donc elle est suffisamment grave pour justifier votre licenciement, mais pas l'éviction immédiate du poste. Vous le voyez dans ce tableau-là, par exemple, sur le préavis, on vous laisse votre préavis en cas de faute sérieuse. Et vous aurez le droit à l'indemnité donc de licenciement. À la différence de la faute grave. La faute grave, elle justifie votre licenciement ainsi que l'éviction immédiate du poste. C'est pour ça que vous perdez votre préavis et votre indemnité de licenciement. Seule l'indemnité de compensatrice de congés payés vous aurez droit uniquement à l'indemnité compensatrice de congés payés. Et depuis 2016, c'est le même régime pour la faute lourde. La faute lourde, depuis une décision du Conseil constitutionnel de 2016, ouvre le droit également à l'indemnité compensatrice de congés payés. Ce qui fait qu'en pratique, vous devriez retrouver beaucoup moins la faute lourde, puisque la faute lourde, dans sa définition, c'est une faute grave avec intention de nuire à l'employeur.
Et comme il faudrait réussir potentiellement à démontrer une intentionnalité, ce qui serait relativement complexe, et comme c'est les mêmes conséquences, très souvent on se limite à la faute grave. Ça, c'est pour les degrés de faute. Donc, étant précisé que ces degrés de faute-là peuvent ou pas justifier un licenciement. Donc, on a vu celles qui pouvaient justifier un licenciement, étant précisé que, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait d'autres sanctions qui pouvaient être prises par l'employeur. Vous en avez 5 prévues par l'article 48 de la convention collective. Vous avez l'avertissement, le blâme, la mise à pied, la rétrogradation et le licenciement, que ce soit pour faute sérieuse, grave ou lourde. Donc ça, c'est nos 5 types de sanctions que l'on peut prendre dans la convention collective pour les employés cadres. Il y a quelques petites différences pour les agents de direction ou également pour les praticiens conseils qu'on ne verra pas aujourd'hui. Sur, par exemple, la mise à pied, il y a une petite précision, c'est qu'elle peut durer maximum 7 jours ouvrables dans notre convention collective. Ça, c'est une petite particularité. Donc, si vous êtes concerné par la paye, sachez bien que ce sera limité à 7 jours. On ne devrait pas la retrouver sur une période plus longue. Les indemnités de licenciement qui sont dues en cas de licenciement pour faute. Donc, il en existe 2, une légale et une conventionnelle. La légale, on y a droit à partir du moment où on a 8 mois d'ancienneté. Et elle n'a pas de maximum. Et elle se calcule comme un quart de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières et un tiers au-delà de la 10e année d'ancienneté. Alors que la conventionnelle, il faut avoir travaillé au moins 12 mois pour ouvrir le droit à l'indemnité conventionnelle. Et elle aura un montant maximum de 13 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 26 ans d'ancienneté, on acquiert finalement plus de droits à cette indemnité. Donc c'est bien un demi-mois par année d'ancienneté avec un plafond. Alors très souvent, la conventionnelle, comme c'est un demi-mois et non pas un quart de mois, elle est quand même très souvent plus avantageuse. Mais la légale peut être plus avantageuse entre 8 et 12 mois d'ancienneté, ou bien quand quelqu'un a vraiment beaucoup d'ancienneté. Auquel cas, là, l'indemnité légale peut redevenir plus intéressante. Ensuite, on va voir le licenciement pour insuffisance professionnelle. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est différent du licenciement pour faute. Déjà, alors même si je ne l'ai pas dit, mais si on se rappelle la procédure de sanction, quand on veut mettre une sanction, donc disciplinaire, il y a plusieurs étapes. On va dire que si on résume, il y a 5 étapes. Il faut d'abord une convocation à un entretien préalable, la saisine du conseil de discipline régional, qui est basé dans nos CARSAT, ou à la CRAMIF pour l'Île-de-France. Ensuite, il y a une réunion et un avis du conseil de discipline. Et en dernier cas, il y a la notification du licenciement. Donc ça, c'est les 5 étapes pour la sanction de licenciement. Là, pour l'insuffisance professionnelle, c'est un petit peu différent puisqu'on n'est pas sur une faute. Ça, c'est la première différence entre ces 2 types de licenciement, ce n'est pas une faute. Il n'y a donc pas, dans la procédure, à respecter la saisine du conseil de discipline régional, qui lui n'est saisi qu'en cas donc de faute. Et pour les 3 sanctions les plus lourdes, telles que la mise à pied, la rétrogradation et le licenciement. Là, sur l'insuffisance professionnelle, donc, il n'y aura pas à saisir le CDR. Et comment on peut définir l'insuffisance professionnelle? Alors, on vous a mis la définition légale, qui est l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante les tâches ou les missions qui lui sont confiées. Donc, si on résume par rapport à la faute, sur les différences qu'il peut y avoir, c'est que là, on est sur un temps qui est beaucoup plus long. Autant la faute, ça peut être très court. Il vous suffit d'insulter un collègue, etc. Ça peut durer 3 secondes et vous serez en présence d'une faute. L'insuffisance professionnelle se caractérise d'un temps qui est beaucoup plus long. Et si je résume, si je vulgarise très brièvement la différence entre ces 2 types de licenciements, l'insuffisance professionnelle pourrait être dans cette situation-là, si je vulgarise, ce serait un boulet qui fait mal son travail, sur le plan qualitatif et ou quantitatif, mais qui ne commet pas de faute. Il arrive à l'heure, il est poli, il est courtois, etc. Il n'y a pas de différence, c'est là qu'il y a la différence. Pardon. Ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Et donc, il est important aussi, quand on envisage ce licenciement pour insuffisance professionnelle, d'avoir joué le jeu dans les EAEA notamment. Il n'y a rien de pire pour nous, RH, que quand un manager vient nous voir et nous dit, bah voilà, on envisage peut-être une insuffisance professionnelle pour un collaborateur. Bah, si déjà dans le EAEA, il est très positif au collaborateur, ce sera beaucoup plus difficile pour nous
derrière activer ce levier-là. Donc ça, c'est l'une des différences les plus notables là-dessus, c'est qu'il faut vraiment que dans le AEA, le manager ait joué ce rôle de manager accompagnateur et qu'il ait été sincère dans le AEA, puisqu'on pourra effectivement aller sur ce type de licenciement seulement si on a bien démontré qu'on avait tout mis en place pour l'accompagner, le tutorer, le former, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important si on envisage le licenciement pour insuffisance professionnelle et qui doit être dans un temps qui est long. Nous, sur le plan RH, ce qu'on aime bien pour le licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est quand il y a des comparaisons possibles. C'est-à-dire que si un collaborateur est seul sur une tâche, c'est des fois plus difficile d'envisager le licenciement pour insuffisance professionnelle parce qu'on n'arrivera pas forcément à démontrer que quelqu'un à son poste serait aussi en insuffisance professionnelle. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des éléments de comparaison. Et c'est pour ça que des fois on demande beaucoup au manager. Le rôle du manager est très important là-dessus. Il est très long, très chronophage, on est d'accord, mais effectivement, il faut vraiment réussir à démontrer qu'il est en insuffisance sociale aussi par rapport à ses collègues. Ça, c'est ce qui va aussi nous simplifier la vie derrière. Voilà donc pour l'insuffisance professionnelle qui, lui, autre particularité, va ouvrir le droit à une indemnité de licenciement. Donc le salarié licencié pour insuffisance professionnelle aura le droit à son préavis et à ses indemnités de licenciement. Voilà pour les différences entre le disciplinaire et donc l'insuffisance professionnelle. Je précise que sur ces deux types de licenciement, on a une super formation qui répondra à toutes vos questions en pratique qui s'appelle droit disciplinaire et rupture de contrat de travail. Maintenant, il y a également une autre possibilité de licenciement qui est le licenciement pour inaptitude, qui est un petit peu plus courant peut-être que les deux premiers en organisme, ou du moins que vous pratiquez depuis un petit peu plus longtemps. Parce que le disciplinaire, on en a toujours fait en organisme. L'insuffisance pro, moi en tant que formateur, je suis formateur ici depuis à peu près 9 ans, et je ne le voyais pas trop les premières années. Je le vois plutôt depuis après le Covid, même s'il avait pu en avoir un petit peu avant. L'inaptitude, vous êtes un peu plus sur le plan RH ou de la paye habitué à ce type de licenciement. Donc là, c'est vraiment sur un licenciement pour des raisons de santé. Donc il faut bien que l'inaptitude soit constatée par le médecin du travail. Il y a donc bien eu un échange entre les trois parties, donc le médecin du travail, l'employeur, mais aussi le collaborateur. Il faut vraiment qu'il y ait eu cet échange entre ces trois parties. Il y a également une étude de poste qui doit être réalisée par le médecin du travail, qui est également important. Ensuite, le second examen médical, lui, n'est plus nécessaire depuis la réforme El Khomri. Il l'était par le passé, aujourd'hui, il est plus obligatoire, même si en pratique, vous risquez de le voir très souvent, parce qu'il est quand même très souvent pratiqué, mais c'est plus une obligation en tant que telle. Et ensuite, on trouve donc la notification de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail. Donc tout cela doit se faire à peu près dans les 15 jours. Une fois qu'on a reçu le classement en inaptitude de la part du médecin, et donc ça peut être que le médecin du travail, là ça ne peut pas être une infirmière du travail ou un autre professionnel, c'est forcément le médecin du travail. On dispose d'un délai d'1 mois pour reclasser ou pour licencier, puisque l'inaptitude peut être avec ou sans obligation de reclassement. Donc l'obligation de reclassement depuis la réforme El Khomri, par contre, c'est plus au niveau de l'institution sécurité sociale, mais uniquement de l'organisme. Il faut rechercher uniquement dans l'organisme, et notre obligation, c'est de proposer au moins un poste. Donc c'est important aussi de faire connaître le positionnement du salarié s'il refuse, et le poste qu'on doit proposer doit être conforme aux prérogatives, aux recommandations donc du médecin du travail. Ça, c'est les deux types d'avis d'inaptitude. Par contre, une fois que quelqu'un est déclaré inapte, on a l'obligation de lancer la procédure de licenciement pour inaptitude. Ou alors il faudrait négocier une rupture conventionnelle, ce qui est aujourd'hui possible puisque c'est reconnu par la Cour de cassation. On verra la rupture conventionnelle un tout petit peu plus tard. En tout cas, quand on reçoit cette notification, il ne faut pas être surpris, c'est qu'on a cette obligation-là quand on est employeur de procéder donc au licenciement pour inaptitude. Donc, il y aura ou pas cette obligation de reclassement. Encore une fois, il faut faire connaître donc le positionnement du salarié. Il faudra aussi communiquer potentiellement, il faudra communiquer au CSE également les résultats de cette recherche, et étant précisé que pendant ce délai d'1 mois, normalement, on ne doit pas payer le collaborateur. Le collaborateur ne doit pas bénéficier de ce salaire-là pendant les 1 mois.
Il aura le droit, si c'est une inaptitude d'origine professionnelle, donc entendez par là notamment suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il aura le droit à l'ITI. Donc rien à voir avec un film de Steven Spielberg des années 80, hein. Là on est sur l'indemnité temporaire d'inaptitude. Et ensuite, au bout d'un mois, cette fois, il y aura une reprise du paiement des salaires, qu'on ait réussi ou pas à le reclasser, ou si on doit procéder au licenciement. Et si on procède au licenciement, dans ce cadre-là, il n'y aura pas, comment je peux dire ça, dans le cadre du licenciement, il n'y aura pas l'obligation de saisir le CDA. Encore une fois, puisque ce n'est pas pour faute. Donc ce sera en 3 étapes comme l'insuffisance professionnelle, convocation à un entretien préalable et notification. Voilà pour l'inaptitude d'origine professionnelle. Concernant les indemnités, le licenciement pour inaptitude, si elle est d'origine non professionnelle, il n'y aura pas le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, mais il y aura forcément l'indemnité de licenciement. Alors que si l'inaptitude est d'origine professionnelle, il y aura l'indemnité compensatrice de préavis, c'est-à-dire s'il ne peut pas faire son préavis avant le départ de l'entreprise, de l'organisme, et l'indemnité de licenciement sera doublée. Donc elle peut être beaucoup plus avantageuse, évidemment, que si c'est d'origine non professionnelle, où il faudra regarder entre l'indemnité légale ou conventionnelle et verser la plus favorable. Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé la plus favorable, elle sera bien, cette fois, multipliée par 2 en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Allez, on va continuer sur un autre cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, c'est la mise à la retraite. Alors la mise à la retraite, on vous a donné la définition, c'est la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail pour un salarié qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein et qui remplit les conditions d'âge pour partir à la retraite. Autrement dit, à partir d'un certain âge, alors 65 ans aujourd'hui, 67 à venir, on va pouvoir proposer la mise à la retraite et l'imposer à partir de 70 ans. Alors, on a eu quelques questions sur ce sujet-là et on va de suite répondre à une des questions qui nous est arrivée. On nous a demandé, concernant notamment les indemnités qui peuvent être calculées, si l'agent est sans solde avant sa sortie, comment est calculée son indemnité? Exemple, comme vous l'a dit David, une rupture qui serait arrivée au 30 juin alors que l'agent était en sans solde depuis le 1er janvier 2025. Dans ce cas-là, il faut ne pas pénaliser l'agent en tenant compte simplement des mois où il aura été rémunéré. Donc, on va tenir compte des 3 ou 12 mois qui sont rémunérés et qui précèdent la suspension du contrat. On va continuer maintenant sur la mise à la retraite avec une petite question. Comme tout à l'heure, vous aurez quelques minutes pour répondre. On a un employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié de plus de 70 ans. Il doit lui verser, outre l'indemnité de congé payé, l'indemnité de départ à la retraite, l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité la plus avantageuse entre ces deux propositions. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vous rappelle, la mise à la retraite, c'est l'employeur qui décide de mettre à la retraite. Alors, il peut proposer à partir d'un certain âge, imposer à partir de 70 ans, et l'indemnité n'est pas tout à fait la même. Dans ce cas-là, ça sera donc soit l'indemnité par à la retraite, soit l'indemnité légale de licenciement, et sinon, l'indemnité la plus avantageuse entre ces deux propositions. On vous laisse quelques secondes pour répondre à cette petite question. Alors, ça a l'air partagé. Alors, pour le moment, on nous propose à 52% l'indemnité de départ à la retraite. Je laisse les derniers arriver. Et ce n'était pas tout à fait ça. La réponse, c'est l'indemnité la plus avantageuse entre ces deux-là. Il vous faudra faire un comparatif entre ces deux calculs et vous devrez verser l'indemnité la plus avantageuse pour votre salarié. Concernant la mise à la retraite toujours, alors vous aurez bien sûr le support qui va vous être envoyé. Vous verrez dans le support, on vous a même mis des petits exemples supplémentaires cette fois-ci. Donc, je ne vais pas vous dire les délais de préavis pour la mise à la retraite. Sachez quand même qu'on est en gros entre 1 mois et 6 mois en fonction de l'ancienneté du salarié et de son statut. On va continuer avec vos questions. Est-ce qu'on a eu quelques questions qui sont arrivées?
Alors, on n'en a pas énormément pour le moment. On pourra peut-être voir ces questions à la fin du webinaire si on n'en a pas pour le moment, puisque vous savez, on fait à part plusieurs étapes et plusieurs fois, plusieurs moments où on fait les questions. Allez, on continue sur les ruptures à l'initiative du salarié, puisque ce n'est pas toujours l'employeur qui veut rompre son contrat. On va avoir deux grands cas ici. On va avoir le cas de la démission et le cas du départ en retraite. Alors, concernant spécifiquement la démission, c'est un acte unilatéral par lequel le salarié, et c'est bien le salarié, qui demande de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pourquoi j'insiste sur ce clair et non équivoque? Parce que c'est vraiment la définition de la démission. J'attire votre attention puisqu'on a été sollicité par certains de vos services de paye où on me dit ben, j'ai reçu un courrier, le salarié me dit en accord avec mon employeur, on s'est mis d'accord, je vais démissionner. Mais on s'est mis d'accord, ce n'est pas forcément une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Là, la volonté claire et non équivoque, c'est par la présente, je démissionne de mon contrat de travail, je veux arrêter mon contrat de travail. Donc, on ne doit pas donner cette lettre de démission de manière irréfléchie ou sous la contrainte, sous la menace. David nous a déjà parlé beaucoup, à plusieurs reprises de coups de poing sur ce webinaire. Donc, non, on ne menace pas un salarié pour qu'il s'en aille en démission, ni de manière irréfléchie, c'est-à-dire sur un coup de sang, je démissionne parce que je me suis accroché avec un collègue dans le couloir. Okay. Le refus du salarié d'exécuter son contrat de travail, ça n'est pas une volonté claire de démissionner. D'accord? Si je refuse de faire une tâche, ce n'est pas pour autant que j'ai démissionné. Et on n'a pas besoin d'un formalisme particulier sur la démission. Lors de la démission, évidemment, on a un préavis à effectuer. Ce préavis doit être payé, sauf lorsque c'est le salarié qui demande à être dispensé de ce préavis. Et là encore, on vous laisse donc le support qui vous sera transmis et vous verrez qu'on vous dit qu'on a entre 1 mois de préavis et 3 mois jusqu'à quand on est au-delà de 5 ans d'ancienneté en fonction des cas. On va voir maintenant le départ à la retraite. Ouais, on a eu un petit raté. Donc, ça, c'était les préavis, mais que vous aurez. On vous envoie évidemment le support avec tout ça. Et on va parler du départ à la retraite. Alors, le départ à la retraite, volontaire, non pas la mise à la retraite comme on a vu tout à l'heure, c'est le fait pour le salarié de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Il y a une nécessité qu'on nous adresse une demande écrite. Donc, il faut vraiment qu'on ait un courrier écrit qui dise « Je veux quitter l'entreprise parce que je vais faire valoir mes droits à la retraite ». Sauf, et vous le savez, le seul cas particulier, c'est l'utilisation du congé de fin de carrière. Et je dis vous le savez, puisqu'on a fait un webinaire sur le CET il y a quelques mois maintenant. Et dans ce webinaire, on vous expliquait que le fait de demander l'utilisation du congé de fin de carrière avait valeur de demande de départ à la retraite. Il faut savoir quand même deux petites précisions. L'admission au statut d'invalide n'a aucune incidence sur la relation contractuelle. On a beaucoup de questions comme ça où on nous dit mais moi j'ai un salarié qui va être invalide, ça veut dire que je peux le mettre à la retraite? Ben non, ça n'a rien à voir. On aura peut-être l'occasion de parler de ces statuts d'invalide, mais en tout cas, ça n'est pas ça qui emporte décision de départ à la retraite. Et il faut savoir aussi que le simple fait d'atteindre l'âge auquel le salarié peut en principe solliciter ses droits, ça n'a pas non plus valeur de demande de départ à la retraite. D'accord? Donc, ces départs à la retraite, c'est pareil, ils sont non équivoques, c'est un peu comme dans la démission. Et il faut que le salarié puisse bénéficier d'une pension de retraite. Aujourd'hui, l'âge de liquidation, c'est toujours entre 60 et 62 ans. Vous savez que c'est en train d'évoluer. Concernant, toujours pareil, le préavis, vous l'avez à l'écran et vous l'aurez dans vos supports, évidemment. Pour un employé non titulaire, vous voyez, on est toujours pareil, entre 1 mois et dans le cas le plus haut, c'est pour le cadre qui a plus de 5 ans d'ancienneté, on sera à 6 mois, de préavis. Allez, on arrive aux choses qui peuvent nous intéresser un petit peu plus. Souvent, vous aimez le pratico-pratique. Comment est-ce qu'on calcule l'indemnité de départ à la retraite? Alors, l'indemnité de départ à la retraite, c'est le salaire brut de l'agent au moment du départ, fois 14. C'est quoi 14? En fait, c'est un salaire annuel. Chez nous, vous le savez, il y a une prime de vacances, il y a la gratification. Donc, on va ramener ça, les 14 mois, et on va le diviser par 4 pour avoir les 3 derniers mois de salaire. En réalité, c'est 3 mois de salaire, l'indemnité de départ à la retraite. Et on a distingué 2 cas. Vous voyez, il y a 2 couleurs.
soit l'agent travaille à temps plein au moment du départ. Auquel cas, quand il travaille à temps plein, on ne va pas se poser plus de questions que ça. Il est à temps plein au moment du départ. Même s'il a travaillé à temps partiel dans sa carrière, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée en totalité par rapport à son salaire à temps plein. Ça, c'est le cas où je pars à temps plein à la retraite. L'autre cas, c'est l'agent qui arrive à temps partiel au moment du départ. Et dans ces cas-là, on va faire un calcul au prorata temporis en fonction des contrats, des temps partiels que l'agent a pu avoir. Ça veut dire que je vais reconstituer sa carrière en disant, ben là, il a travaillé 20 heures, 24 heures, 32 heures. Et on fera comme ça un calcul de l'indemnité de départ à la retraite prorata temporis de ces différents contrats. Alors, on va évidemment appliquer tout ça dans un petit exercice. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il fallait que vous preniez vos petites calculatrices. Ah, on a d'abord une question qu'on a reçue sur la retraite progressive notamment. On nous demandait l'indemnité de départ à la retraite lorsque l'agent finit sa carrière à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive, avec du temps partiel avant dans sa carrière ou sans temps partiel. Donc, vous l'avez compris, pourquoi on parle retraite progressive? Parce qu'en fait, la retraite progressive, c'est un cas un petit peu particulier. En fait, le principe, c'est que les périodes de travail à temps partiel retraite progressive ne doivent pas entraîner de proratisation de l'IDR. Autrement dit, si le temps partiel dans la carrière, s'il y a eu du temps partiel avant dans la carrière, on fera un prorata temporis. S'il n'y a pas eu de temps partiel avant dans la carrière, on ne considérera pas les derniers mois à temps partiel retraite progressive comme du temps partiel. Donc, l'agent aura l'IDR en totalité. Donc, je me répète, si temps partiel, prorata temporis, si pas de temps partiel dans la carrière, on reste sur une IDR en totalité. Et j'arrive enfin donc au petit exercice dont je vous parlais. Un petit exercice rapide avec quelques calculs à effectuer. On voudrait que vous calculiez l'indemnité de départ en retraite d'un agent qui serait là depuis 10 ans, puisqu'il est arrivé au 1er janvier 2015, qui sort au 30 juin 2025, avec un salaire brut à 39 heures de 2500 €, sachant qu'il est à 39 heures du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, soit 120 mois, ça a son importance pour le calcul, et un salaire brut à 32 heures de 2250,35 €, avec un contrat à temps partiel du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. Dans notre cas, évidemment, pas de retraite progressive, sinon je l'aurais noté. Simplement, un temps plein à 39 heures sur les 10 premières années de sa carrière, puis les 6 derniers mois, un temps partiel. Et on vous demande de calculer le montant de son IDR. Donc, vous l'avez compris, c'est le calcul d'une IDR sur un salarié qui part à temps partiel. Et on vous a proposé 3 possibilités, 8 750 €, 7 876,22 ou 8 708,38. Alors, si comme moi, l'énoncé est derrière la petite fenêtre, il faudra peut-être la décaler un petit peu, mais je vous relis l'énoncé. On veut calculer l'indemnité de départ en retraite de quelqu'un qui a été là 10 ans et demi, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2024, soit 120 mois à temps plein pour un salaire de 2500 €. Pour le reste de sa carrière, donc les 6 derniers mois, du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, 6 mois à temps partiel 32 heures avec 2250,35 €. Je vous laisse quelques minutes pour calculer. On vous l'a dit, paie en poche, c'est du pratico-pratique. On veut faire le petit calcul avec nos calculatrices. Je vous rappelle, 120 mois à temps plein 39 heures, une fin de carrière qui est à temps partiel sur les 6 derniers mois à 32 heures pour un salaire brut de 2250,35 €. Et à l'écran, vous avez les propositions de résultats. 8 750 €, 7 876,22 ou 8 708,38 €. Allez, j'attends quelques minutes, il vous faut le temps de calculer. Donc, vous l'aurez compris, ce salarié part à temps partiel à 32 heures sur les 6 derniers mois de sa carrière, 39 heures les 10 ans qui précédaient, qui étaient l'intégralité de sa carrière avant. Évidemment, on va être sur un calcul à prorata temporis. Allez, on va s'arrêter là, on laisse les derniers arriver. Effectivement, il y a une large majorité sur la dernière proposition qui est à 8 708,38.
Et vous avez effectivement raison, puisque l'IDR, elle se calcule comme ça. On va calculer le salaire brut avec les 2500 euros. On va le proratiser sur le nombre de mois à temps plein, sur le nombre total de mois de sa carrière. On fait la même chose sur la partie à temps partiel. Et donc, on peut calculer l'indemnité de départ à la retraite avec la fameuse formule des fois 14 sur 4. Et on sera à 8 708,38 euros. On vous a mis d'autres petits exemples que vous aurez dans le support. On a décidé de laisser quelques petits exemples supplémentaires dans le support. Donc, vous les aurez dans le support qui, je vous le rappelle, sera envoyé dans les jours à venir. Et avant d'attaquer la partie rupture d'un commun accord, on va voir si oui ou non on a des petites questions qui nous sont arrivées. Euh, moi j'ai une petite. Hop, hop, hop. La première question, c'est un agent peut partir à la retraite après 70 ans? Sous forme de question. Ouais. Alors attends, hop, je vois pas toutes les questions, excusez-moi. David, il y en a que tu vois déjà, toi? Alors, il y a celle qui a été publiée, donc qui a été posée par Émilie, donc qui est de savoir si on peut partir après 70 ans à la retraite. Donc, effectivement, il n'y a rien qui s'y oppose, hein. La mise à la retraite, c'est à 70 ans, c'est possible pour l'employeur. Après, il pourrait très bien le laisser continuer. Et après, alors, on a reçu d'autres questions. Tac. Ouais, je suis en train de regarder celle qui nous Alors, arrive il y a des actuellement. fois aussi parfois, il y a aussi juste des remarques. Oui. Alors, les questions. Hop, hop, hop. Alors, on a quelques remarques sur la retraite progressive, mais effectivement, on ne va pas pouvoir rentrer trop dans le détail non plus. Euh, Je viens d'en diffuser une là de. Je sais pas si tu la vois. oui, l'agent qui part à la retraite. Alors, bonjour, l'agent qui part à la retraite et qui est à temps partiel au moment du départ, la reconstitution de sa carrière se fait à partir de la date d'entrée dans l'organisme ou la date d'entrée dans l'institution. Merci pour votre réponse. Hop, hop. Alors, attendez, hop. L'agent qui part à la retraite et qui revient à partir du moment du départ, la reconstitution quand on fait partie de la date d'entrée dans l'organisme ou la date d'entrée dans l'institution. Alors, j'aurais tendance à dire l'agent, Ça va. la date, pardon, David? C'est dans l'institution, hein. C'est pour Dans ça que des fois, les l'institution, ouais. personnes qui doivent reconstituer la carrière, des fois sont en difficulté. Je sais pas, certains d'entre vous ont déjà eu cette difficulté-là, mais quand, par exemple, vous avez quelqu'un qui a aujourd'hui une quarantaine d'annuités, potentiellement, c'était avant GRH, donc quand il faut aller reconstituer la carrière, c'est parfois très compliqué. Alors, on devrait le refaire sur toute l'institution. Il se trouve que des fois, on se contente de son organisme parce qu'on fait aussi avec les informations qu'on a et les politiques de direction qui peuvent être les vôtres. Donc, parfois, on fera avec ce qu'on a, même si dans la logique juridique et institutionnelle, ce serait de revoir sur l'ensemble. Mais des fois, ça peut être même d'un organisme qui a disparu parce qu'il y a eu des fusions d'organismes ou suite à une mutation inter-régime, d'un régime qui a disparu, comme par exemple le RSI ou etc. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se cantonner au niveau de l'organisme, mais théoriquement ce serait au niveau de l'institution, puisqu'il faudrait revoir sur toute la période travaillée, et ça pose d'énormes difficultés parfois. Alors, on a une autre question. Un agent peut partir à la retraite après 70 ans? Ben oui, puisqu'on l'a vu, hein, la mise à la retraite après 70 ans, si l'employeur ne pousse pas à aller à la retraite, c'est-à-dire s'il ne vous met pas à la retraite, ben effectivement, on pourrait avoir des salariés qui sont âgés de 70 ans et qui sont toujours dans nos organismes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur la dernière partie du webinaire et ensuite on traitera les questions qui nous seront arrivées, même celles qui sont arrivées avant ça. On continue à avancer. De toute façon, on répondra effectivement aux questions en fin de webinaire. On y va pour la suite, David, avec les ruptures d'un commun accord. Donc là, on va voir la rupture conventionnelle individuelle. On ne verra pas la rupture conventionnelle collective, déjà parce qu'elle se pratique très peu dans l'institution. Donc on va rester uniquement sur la rupture conventionnelle individuelle. Donc elle a quand même un certain succès, cette rupture conventionnelle qui a été instaurée en 2008. Hein. C'était à l'été 2008 qu'on a créé cette rupture conventionnelle individuelle. Alors, elle a aussi un certain succès pour éventuellement deux raisons. La première, c'est qu'elle est assez facile à mettre en œuvre. Et la deuxième, c'est que quand on bénéficie en tant que salarié d'une rupture conventionnelle individuelle,
on ouvre le droit aux indemnités chômage. Alors, donc sur la procédure, c'est un ou plusieurs entretiens. Donc ça dépendra des situations. En général, c'est souvent 2, mais ça pourrait être plus ou ça pourrait être un seul. Et ensuite, il faut que les 2 parties se mettent d'accord. Donc par les 2 parties, évidemment, le salarié et l'employeur. Et il faut se mettre d'accord sur 2 choses. La date de la rupture. Il faut forcément une date de fin, hein, pour que on puisse payer aussi le solde de tout compte qu'on verra juste après. Et puis également l'indemnité à faire figurer dans la rupture conventionnelle. Étant précisé que chez nous, ce sera un minimum d'indemnité légale. Je reviens dessus juste après. Donc une fois que cette convention a été signée, que les 2 parties sont OK sur notamment ces 2 éléments-là, on laisse passer un délai de rétractation de 15 jours. Et ensuite, la partie la plus diligente, qui dans les faits sera souvent l'employeur, l'enverra à la DRETS, qui est la Direction régionale de l'emploi, de l'économie du travail et des solidarités. La DRETS a 15 jours pour homologuer cet accord et à défaut, son silence vaudra acceptation. Donc c'est bien qu'une homologation, il n'y a que pour les représentants du personnel, hein, les délégués syndicaux par exemple, ce sera là une autorisation par la DRETS, mais pour tous les autres, ce sera une simple homologation. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, si l'inspection du travail ne dit rien, le silence vaudra acceptation. Ensuite, sur le montant donc, de l'indemnité, c'est légalement le résultat d'une négociation avec l'employeur, étant précisé que l'institution Sécurité sociale n'a pas signé l'accord national interprofessionnel de 2008. Alors, autant pour certains qui ont pu travailler dans d'autres entreprises, vous avez pu appliquer à minima l'indemnité de licenciement, donc légale ou conventionnelle, ou faire la comparaison entre les deux. Nous, il n'y a pas lieu de faire la comparaison. On doit à minima l'indemnité légale. Tant qu'on a versé l'indemnité légale, il n'y aura pas de souci, puisque c'est le minimum pour nous, dans la mesure où on n'a pas ratifié cette ANI. Donc, étant précisé que l'indemnité ne peut pas être à 0 €. C'est-à-dire que si, par exemple, on est entre le 2e mois, la fin de la période d'essai, et le 8e mois qui ouvre le droit à une indemnité légale de licenciement, il faudra quand même mettre un certain montant, puisqu'on ne peut pas être à 0. Donc ça, c'est quand même des premières choses quand même à prendre en compte dans cette thématique-là. Après, on a vu des questions sur l'acceptation. Donc sur l'acceptation, c'est vraiment des politiques de direction. Certaines directions, certains directeurs ou directrices acceptent plus facilement que d'autres la rupture conventionnelle. Donc après, ça dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que ça va me coûter cher ou pas? Est-ce que j'ai intérêt ou pas à me séparer de l'agent? Est-ce que j'aurai du mal à le recruter ou pas? Donc souvent, on regarde toutes ces informations-là. Donc sur la question qui nous a été posée, Sylvain, si tu peux remettre la question précédente, la question s'il te plaît. Donc le principe de rupture conventionnelle allait être remis en question. Alors, on n'a pas la réponse à cette question, puisque aujourd'hui, on est en attente de plus de précisions là-dessus. Je pense que quand il y aura peut-être un nouveau ministre du Travail, on aura peut-être plus d'éléments là-dessus. Là, aujourd'hui, ça reste en l'état, c'est-à-dire qu'on devait faire des ruptures conventionnelles aujourd'hui, on ouvre toujours le droit donc aux indemnités chômage. Après, on verra s'il y a une réforme ou pas. Là-dessus, on n'a malheureusement pas de boule de cristal, donc on ne peut pas vous dire ce qu'il en sera demain. Mais aujourd'hui, on continue à ouvrir le droit à l'allocation de retour à l'emploi, à l'ARE, donc versé par la France Travail. Alors, on va continuer avec nos ruptures de contrat de travail, avec la rupture des CDD. Donc, les CDD, ce sont nos contrats à durée déterminée. Donc, les différents cas de rupture pour eux, ce sera l'arrivée à terme du contrat, la rupture du contrat avant l'échéance du terme, qui peut arriver aussi dans le cadre d'un commun accord des parties, d'une faute grave, d'un cas de force majeure, d'une embauche en CDI. C'est souvent ce qu'on voit dans nos organismes. C'est le CDD qui vient vous voir en vous disant j'ai trouvé un CDI ailleurs, et dans ces cas-là, on va rompre le contrat de manière anticipée. Et l'inaptitude constatée par le médecin du travail dont vous a parlé David tout à l'heure. On vous a mis évidemment une petite slide avec quand est-ce qu'on verse la prime de précarité, quand est-ce qu'on ne la verse pas. Donc, je ne vais pas vous faire tous les cas. Évidemment, on verse la prime de précarité dans les CDD successifs, pour tout ce qui est poursuite non immédiate du CDD au CDI.
En fait, je préfère qu'on se consacre quand on n'a pas de prime de précarité. Et notamment, donc, on nous a posé quelques questions sur les CDD saisonniers, les CDD, comment dire, conclus avec pas les CDD saisonniers, pardon, je m'exprime mal, les CDD qui sont sur des contrats d'été pour des jeunes qui poursuivent leurs études. Et donc, on ne versera pas la prime de précarité seulement quand on a un contrat qui se déroule pendant les vacances scolaires ou universitaires. D'accord? C'est important de le préciser parce qu'on a vu pas mal un petit peu de sorties de la règle où on nous dit oui, mais c'est un étudiant. Ben oui, mais s'il est là à la moitié de l'année, ça fait un peu beaucoup pour des vacances scolaires. Vous aurez évidemment le support. Je préfère qu'on avance un petit peu puisque on va avoir du mal à tenir le timing. On vous a mis un petit exemple aussi de calcul de prime de précarité parce qu'on trouvait ça important que vous ayez des bases. On a mis un exemple d'un salarié qui est là du 25 juillet au 25 septembre. On a mis les salaires, on vous a calculé la gratification et calculé l'indemnité d'RTT et on vous a expliqué tout ce qui rentrait dans ce calcul de la prime de précarité, mais que vous aurez encore une fois sur le support. Et on va plutôt aller vers les questions. On a à nouveau une petite question, justement. On a un employeur qui a embauché plusieurs CDD. Monsieur A, qui est en remplacement de Madame B. Monsieur C, en contrat étudiant depuis début mars. Monsieur D, en surcroît d'activité. On va réaliser leur solde de tout compte et on se demande lesquels d'entre eux auront droit à la prime de précarité. Donc, je vous rappelle, Monsieur A est en remplacement, contrat de remplacement. Monsieur C est en contrat étudiant depuis début mars et nous sommes en septembre. Et Monsieur D est en surcroît d'activité. Je vous demande lesquels auront le droit à leur prime de précarité. Allez, on vous laisse quelques secondes. Allez, vous êtes une large majorité à nous écrire les trois et vous avez raison, je vous avais bien aidé juste avant. Effectivement, les trois auront droit à la prime de précarité et Monsieur C également, puisque on ne peut pas considérer qu'un contrat qui commence au mois de mars et qui se poursuit en septembre est sur les vacances scolaires ou universitaires. OK? Allez, on va continuer sur ces CDD avec les indemnités communes à chaque départ et notamment l'ICCP. Alors, sur l'indemnité compensatrice de congés payés, donc ça qu'on doit verser effectivement à chaque départ, hein, puisque même en cas de faute lourde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on doit verser l'indemnité compensatrice de congés payés. Donc ça, depuis une décision du Conseil constitutionnel. Avant, effectivement, on ne la payait pas. Donc effectivement, on les payait dans tous les cas de figure à la fin du contrat de travail, donc pour compenser les congés payés que l'on a acquis, mais qu'on n'a pas pu prendre. Et donc, on l'a dit, quel que soit le motif, et ce sera versé au moment de la rupture du contrat de travail, donc au moment du départ, de la notification, par exemple, d'un licenciement ou de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle, selon les différents cas de figure. Sur la slide suivante, on va vous dire que l'indemnité donc de congés payés va être versée selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié, que ce soit la règle du dixième ou la règle du salaire maintenu. On ne va pas revenir sur ces deux notions-là, puisque vous les avez déjà vues lors du précédent webinaire, avec mon collègue Arnaud et ma collègue Caroline ici présente, donc je ne reviendrai pas dessus, mais effectivement, on va regarder la méthode de calcul la plus avantageuse. Et si c'est le dixième, eh ben on fera cette règle-là au moment du départ, et idem, si c'est la règle du salaire maintenu, il faudra toujours verser à raison de la plus avantageuse dans cette situation-là. Ensuite, ah pardon, j'allais oublier les questions. Alors, quel document doit-on remettre à un agent qui quitte l'organisme? Alors, on doit remettre au total 3 documents. On doit remettre l'attestation France Travail, on doit remettre le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire. Donc, c'est ces 3 documents-là qu'on doit remettre systématiquement aux salariés, étant précisé aussi qu'on doit les remettre le plus tôt possible au moment du départ. Le code du travail, quand vous allez le lire, vous dira qu'au moment du départ, on doit remettre ces 3 documents-là. La Cour de cassation nous accorde un petit délai, on va dire, d'à peu près 2 semaines. Voilà, c'est grosso modo, je crois que c'est à peu près ça, une journée ou deux près. C'est vraiment 2 semaines. Donc on a 2 semaines pour donner ce solde de tout compte aux collaborateurs. Donc c'est important que les RH et les centres de paye puissent travailler ensemble
pour éviter des situations où la personne devrait attendre 1 mois et demi. Donc ça a été pas mal rectifié aussi ces derniers temps par les centres de paye, parce que parfois les salariés se retrouvaient à attendre un petit peu trop longtemps, et du coup on pouvait avoir des recours qui se diligentaient devant le Conseil des prud'hommes, et potentiellement on pouvait les perdre si on n'avait pas respecté cette règle de les remettre dans les 15 jours. Donc ces 3 documents-là sont obligatoires et sont vraiment à remettre dans les 2 semaines qui vont suivre le départ du collaborateur. Donc vraiment très important que les RH et les centres de paye travaillent de concert sur ce point-là, puisque ça peut avoir de grosses conséquences aussi pour le collaborateur qui part de l'entreprise. Allez, on arrive au bout de ce webinaire avec toutes les questions. On va essayer de traiter un maximum de questions. Alors évidemment, il y en a beaucoup puisque vous êtes très nombreux. Alors, on a une question de Gaëlle qui nous dit sur quel délai se baser pour répondre aux salariés qui formulent une demande de rupture conventionnelle. Sauf erreur de ma part, l'a un petit peu dit. La rupture conventionnelle, finalement, c'est quelque chose de négocié avec l'employeur et on n'a pas vraiment de délai de délai de réponse. David, tu me confirmes? Il n'y a pas de délai, c'est vraiment, en fait, souvent c'est pas tant un délai de réponse qui va poser problème qu'une date de sortie que l'on souhaite négocier. Donc c'est surtout là-dessus, hein. Il n'y a pas forcément un délai qui est imparti, c'est juste après le délai, c'est plus finalement le nombre d'entretiens qu'il y aura entre le collaborateur et l'employeur, qui des fois va prendre un petit peu de temps, parce que peut-être que dans un premier temps, l'employeur n'aura pas voulu accorder la rupture conventionnelle, et que suite à l'assistance du collaborateur de vouloir forcément quitter la structure, et que des fois l'employeur finit par accepter. Donc il y a pas de délai en tant que tel. Par contre, il faut se mettre d'accord sur une date de fin. C'est surtout ça le nœud du problème. Mais il n'y a pas de délai. Alors, j'ai une autre question. C'est Katia qui nous demande, pouvez-vous me confirmer le préavis de départ en retraite classique pour un cadre avec une ancienneté supérieure à 2 ans? C'est bien 2 mois? Non, c'est 3 mois. Vous l'aurez dans le support, évidemment, hein. On vous donne le support avec tous les délais. On est passé un peu rapidement. On ne voyait pas l'intérêt de vous lire les délais les uns après les autres, plutôt de vous les donner par écrit. On vous donne ça dans le support. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ça, on a répondu. Tac, tac. Alors on en a une de Severino. Donc si un agent est sans rémunération depuis plusieurs mois à la date de la rupture conventionnelle, sur le formulaire, doit-on reconstituer les salaires des 12 derniers mois? Exemple, en septembre, doit-on reconstituer l'allocation de vacances de septembre? Donc il faut toujours le reconstituer, c'est-à-dire qu'il faudra prendre forcément les 12 derniers mois, et forcément avec une rémunération, puisqu'encore une fois, la rupture conventionnelle ne peut pas être à zéro. Si par exemple il était en congé sans solde, on ne pourra pas faire une sortie à zéro. Ce sera jamais homologué par l'inspection du travail. En effet. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. J'essaie vite. Hop. On avait une question sur une salariée qui avait reçu la demande d'un départ, d'une démission d'un cadre. Alors, je ne la retrouve plus. Pardon, j'ai un cadre qui m'a envoyé une lettre de démission ce vendredi 12 septembre, en précisant qu'elle démissionne le 30 septembre car elle suit son mari qui a eu une mutation. Doit-elle effectuer un préavis ou pas? Alors, dans les textes, en tout cas, elle doit effectuer un préavis. Après, j'ai envie de dire, ce préavis peut être réduit sur accord de direction et sur négociation entre le salarié et l'employeur, évidemment. Maintenant, vous êtes dans le droit aussi de dire, ben non, nous, on a besoin de vous pour les 2 ou 3 prochains mois, et donc on ne réduira pas ce préavis. Hop, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus? Euh, Alors, il y a une oui, question de oui. Baptiste à laquelle je vais répondre. On y a déjà un petit peu répondu. Alors, je vais être peut-être un peu plus précis par rapport à la question, puisque c'est précisé, c'est un délai raisonnable pour remettre les documents de fin de contrat, charge ensuite au salarié de prouver un préjudice s'il veut des dommages et intérêts. Alors oui, effectivement, mais il y a peu de chances quand même qu'on nous fasse un recours si jamais il n'y a pas de préjudice, hein, parce qu'effectivement, il faut un intérêt à agir là-dessus. Mais il est arrivé des fois qu'on le perde parce que la personne ne pouvait pas s'inscrire à Pôle emploi, et du coup avait comme préjudice de ne pas pouvoir toucher ces allocations auxquelles il pouvait prétendre. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a pu perdre des fois des dossiers. Sur le même thème, David, lors d'une mutation entre organismes, l'attestation France Travail est-elle également à transmettre? On y a répondu Bah, aussi. Effectivement, elle est à transmettre. Ça fait partie des documents qu'on devrait remettre. On avait aussi une question qui nous disait, mais 15 jours, c'est difficile à tenir à cause des délais DSN. On en est bien conscient également. Après, attention, si nous, dans notre processus de traitement, on n'arrive pas à remplir l'obligation des 15 jours, c'est quand même, entre guillemets, notre responsabilité, hein. C'est à nous d'avoir le fonctionnement qui nous permet de répondre à cette obligation légale, hein. Tout à fait. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme question? On va devoir arrêter là puisqu'il est déjà 14h57 et on va conclure. On essaiera de répondre à un maximum de questions dans le support qu'on va vous transmettre. On vous invite également à regarder notre catalogue par rapport à toutes les formations parce qu'évidemment, sur une heure, on ne peut pas faire beaucoup plus complet que ce qu'on a fait déjà aujourd'hui. On pense qu'on a été déjà bien dans le détail. N'hésitez pas à formuler soit vos demandes de formation sur mesure, soit aller voir notre catalogue. On vous a répertorié ici les formations qui pouvaient vous intéresser sur ce thème-là et pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, offre sur mesure également. Dans les prochaines dates à retenir pour nous, ça sera le 9 octobre. Notre collègue Karine Ledru. Ah, alors pardon. D'abord, nous, avec David, on aura le plaisir de vous accueillir à nouveau pour un numéro 6 de Paix en poche le mardi 27 janvier. On aura le plaisir de vous souhaiter la bonne année 2026. Le thème, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez le choisir, hein. Vous avez vu, vous avez sollicité les ruptures. On est allé sur les ruptures. Alors, c'est un sujet vaste et très lourd. Donc, on a essayé de mettre beaucoup de choses dans ce webinaire. On espère que ça vous satisfait par rapport à vos demandes. Mais effectivement, on se retrouvera le 27 janvier sur un autre thème qu'on vous laisse également décider. Donc, dans les autres rendez-vous, c'est cette fois-ci le rendez-vous de ma collègue Karine Ledru qui vous accueillera avec Loïc Talmont et Camille Roland, deux de notre collègues, pour la semaine de la santé mentale. Donc, en marge de la semaine de la santé mentale, ils vous feront découvrir les témoignages de personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. Ils vous apporteront le regard d'experts et vous parleront aussi des nouvelles offres de formation en lien avec cette santé mentale. Et pour finir, dernier rendez-vous, notre collègue Arnaud Collin avec les rendez-vous du droit du travail. Ça sera le 24 novembre de 14h à 15h. Avant de vous quitter, on vous invite évidemment à remplir le petit questionnaire de satisfaction que vous allez recevoir. On espère que ce webinaire vous a plu. Merci beaucoup, David. Tu m'accompagnes à chaque fois et c'est un plaisir. Merci beaucoup à nos services communicatifs